Bonjour tout le monde, je suis récemment passé au 20h de TF1. Grâce à sa caméra fixée sur son torse, ce cycliste filme tous ses trajets depuis plusieurs années et les diffuse sur internet. Et j'ai profité de cette occasion pour revenir sur cette agression que j'ai subie il y a 2 ans, sur ce que j'ai pu apprendre en termes de démarche et de réflexes à avoir, et surtout comment on pourrait éviter que cette situation se reproduise. Je reviendrai également sur les coulisses de ce tournage avec TF1, sans oublier de parler de l'impact considérable que pourraient avoir les dashcams dans les prochaines années sur le comportement des usagers de la route. Avant de débuter, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, le Job Vélo. Comme son nom l'indique, le Job Vélo met en relation des personnes proposant et recherchant un emploi dans le monde du vélo. Vous trouverez toutes les informations en description. Bon, pour revenir sur cette agression, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui n'étaient pas au courant, il y a 2 ans, durant un direct que j'ai effectué sur Twitch, j'ai subi l'agression d'un conducteur. Celui-ci m'a dans un premier temps coupé la route sur une bande cyclable. Bon, ce manque d'aménagement cyclable ici a eu un impact que je détaillerai un petit peu plus tard. Et un petit peu plus loin, il a essayé de me faire tomber avec un coup de volant. Puis au moment où je commençais à relever sa plaque d'immatriculation, il a donné un coup de frein et est sorti pour m'agresser physiquement. Pour au final prendre la fuite. J'ai donc fini par suivre les conseils avisés de ce conducteur. T'es sérieux de me frapper? Après vous pleurez, vous portez plainte. C'est cela, oui. J'ai donc été déposé plainte quelques jours après l'agression, le 6 avril au matin, et je suis par la suite allé voir un médecin légiste. Alors oui, ça peut surprendre, mais un légiste ne s'occupe pas que des morts. Il permet également de vérifier les coups et blessures pour fixer un ITT, ce qui sera ajouté au dossier et permettra de qualifier la gravité de cette agression. Ce n'est donc pas utile d'aller voir un médecin pour constater avant d'aller voir la police, sauf bien sûr pour qu'il vous soigne et vous fournisse un arrêt de travail, chose qui ne vous sera pas fournie par le médecin légiste. C'est donc la police qui va vous demander d'aller voir un médecin légiste pour qu'il puisse constater votre état de santé, car c'est lui qui est reconnu par la justice. Ma plainte a donc été acceptée sans aucun problème et mes images ont même permis d'identifier l'auteur de ces agressions, car comme je disais sur TF1, la plaque d'immatriculation ne correspond pas forcément au chauffeur et dans ce cas-là, c'était pas le propriétaire du véhicule. Donc c'est aussi ça qui est important, d'avoir une preuve vidéo de la personne a permis dans ce cas-là d'identifier l'auteur à 100% en fait. On a donc pu retrouver facilement avec cette description et ces images l'auteur de l'agression qui était déjà connu des services de police. Et comme je l'ai indiqué à TF1, la plaque d'immatriculation ne permet pas de reconnaître le conducteur mais uniquement le propriétaire du véhicule. Et cette personne n'était même pas propriétaire d'un permis de conduire, ni du véhicule. Qui aurait pu prédire ? Et ces vidéos ont été conservées au même titre qu'un témoignage au dossier. Et à ce propos, si vous apportez des preuves vidéo, apportez-les sur une clé USB de bas coût. Car ils ont perdu ma première clé USB, j'ai dû en rapporter une autre que je n'ai toujours pas revue. Et malheureusement, ils n'acceptent pas non plus les vidéos en ligne, ni en pièce jointe. Ils ont encore quelques progrès à faire au niveau du numérique dans les commissariats. Et enfin, les témoins sont extrêmement importants. Je tiens d'ailleurs à remercier le chauffeur du bus et un livreur qui m'ont contacté à la suite de cette altercation pour me fournir leurs informations et se porter témoin. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire sur le moment. Demander des contacts aux témoins, c'est extrêmement important. Essayez de garder cette information en tête si jamais il vous arrive une situation similaire ou une altercation, même si je ne vous le souhaite pas. Les témoins jouent vraiment un rôle très important dans une affaire au même titre que les images. Au final, ce dossier est toujours en cours d'instruction, on ne m'a pas informé d'un quelconque jugement de l'agresseur. Le gars est donc peut-être encore sur les routes françaises à rouler comme un fada. N'hésitez donc pas à vous abonner pour connaître la suite de cette histoire, car malheureusement, on est encore loin de connaître la fin. Personnellement, ça reste un choc d'être exposé à ce genre de situation, qui, je le souligne, reste extrêmement rare et au final provoqué, car de mon point de vue, c'est des personnes qui ont déjà des antécédents et qui sont justement dans l'attente de cette altercation qui vont créer ce genre de situation, histoire de pouvoir se taper. Je sais pas, c'est un hobby. Oui, d'ailleurs, il y en a qui en commentaire m'avaient dit « Ouais, mais attends, pourquoi tu t'es pas défendu, etc. » C'est plutôt simple, quelqu'un qui ne cherche pas l'agressivité ne s'attend pas à être agressé, tout simplement. Bon, j'ai néanmoins réussi à tourner la page et à avancer par rapport à cette histoire en continuant à mettre cette distance et en me disant que les mauvais comportements ne partent pas d'une mauvaise intention. Il y a seulement quelques rares conducteurs qui vont vraiment chercher la merde, mais qui ne représentent pas l'immense majorité des conducteurs qui, eux, vont juste faire une erreur ou pas faire attention. Il est aussi important de rappeler que suite à ce genre d'altercation, une fois que vous avez été au commissariat et au médecin légiste, vous est proposé un suivi psychologique. Alors certains pourraient prendre ça à la rigolade, d'autres pourraient se dire non mais j'en ai pas besoin. Se faire accompagner par un professionnel m'a personnellement permis de franchir certaines périodes de ma vie et c'est quelque chose d'encore trop tabou. J'en profite donc pour rappeler l'importance de faire ce genre de démarche si on continue à ne pas se sentir bien après ce type d'altercation. C'est finalement normal de ne pas se sentir bien après ce type de choses. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est de se retrouver dans ce type de situation. C'est pas vous le problème, c'est bien l'agresseur. Bon, maintenant je vais passer à un sujet un petit peu plus léger. Je voudrais quand même aborder un autre point concernant ma façon de travailler avec les médias et le droit d'auteur.
Je me suis finalement rendu compte qu'il y avait eu un gros malentendu avec TF1. Ils m'avaient initialement contacté pour réaliser une interview ensemble en souhaitant ensuite accéder à mes images. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils pouvaient avoir la rediffusion de ce direct sur ma chaîne secondaire. Là, ce que vous filmez, ouais. Nous, c'est récupérable ou pas? Oui, vous pourrez récupérer le contenu sur Twitch, mais je sais pas si... Ouais, avec le layer. T'en penses ça te va que le layer ou... Bah ouais, l'image propre, tu peux pas l'image propre, je pourrais peut-être la réuploader, mais ça sera sur YouTube dans ce cas-là, sur une vidéo que je vous donnerai un lien. Parce qu'il y a toujours mon habillage en fait, que ce soit en Twitch ou ouais, YouTube. Mais de toute façon, ton habillage, on l'aura vu sur la vidéo d'avant. Ok. Mais lors d'un autre échange téléphonique, j'ai réalisé qu'ils souhaitaient les images de l'altercation qui étaient sur YouTube sans mon filigrane Altisplay. J'ai donc refusé de leur fournir, d'une part par souci d'équité, parce que je fais la même chose avec tous les autres médias avec lesquels je travaille, et d'autre part, je leur ai expliqué que l'utilisation de mes images, sans citer mon travail et sans utiliser mon filigrane, doivent être rémunérées, et que les conditions d'utilisation peuvent évoluer selon l'utilisation de ces médias. Et là, finalement, il n'y a pas de surprise, c'est un petit peu comme l'utilisation des images de banque d'images. Vous devez payer pour utiliser le média. Malheureusement, malgré ces explications, TF1 a encore énormément de progrès à faire avec le droit d'auteur, car ils n'ont pas respecté ma volonté, ils ont flouté mon logo, et ils n'ont pas indiqué l'origine des images, ni le contexte, et en me présentant simplement comme Altis, et non Altisplay. J'avais expliqué le problème que cela pouvait représenter dans un sujet complet où j'avais eu cette même situation avec Sandrine Rousseau. Le contexte est extrêmement important pour expliquer pourquoi la vidéo a été publiée, notamment le fait que c'est du direct et que ce genre d'événement reste extrêmement rare et n'est pas volontairement mis en scène. J'avais d'ailleurs pris le temps de l'expliquer sur RMC. Pourquoi vous avez filmé d'ailleurs? Voilà, la première fois je me suis dit que c'était une mise en scène, vous avez provoqué volontairement pour pouvoir filmer. Alors vrai ou pas? Pour pouvoir recontextualiser, ça c'est arrivé dans l'événement de la Convergence Vélo, c'est un événement qui se passe chaque année, et moi j'étais là pour couvrir en direct cette convergence. En fait, cet extrait est une partie du direct, et le direct dure lui 7 heures, donc c'est un long direct. D'accord. Voilà un petit peu pour le contexte. Heureusement, d'autres médias arrivent à utiliser correctement mes images, comme par exemple Le Parisien qui a ajouté ma vidéo avec un habillage pour ne pas la dénaturer, chose que je fais d'ailleurs systématiquement à chaque fois que j'utilise des médias qui ne sont pas les miens. Cela permet également de simplifier le visionnage en indiquant explicitement aux spectateurs qu'ils sont en train de regarder un extrait d'un autre média. Ah, et indépendamment, on m'a posé pas mal de questions lors du direct, si j'avais été payé pour pouvoir faire cette interview, et pourquoi je ne porte pas de masque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un journaliste n'a pas à vous rémunérer pour une interview, et ça pourrait d'ailleurs poser un très gros problème déontologique. Il pourra néanmoins payer vos frais s'il vous demande de vous déplacer ou si vous avez besoin de manger sur place. Ça s'appelle le défraiement. Et pour le masque, j'ai décidé de ne plus le porter, car malheureusement, il est mal compris par certains. Il y a des amalgames qui sont faits sur des bords politiques que je ne partage absolument pas. Et avec la montée de certains groupes fascistes qui utilisent ce symbole, je préfère donc prendre mes distances pour éviter toute confusion et j'espère que vous comprendrez ma décision sur ce point. Et le dernier point que je souhaitais aborder, c'était les dashcams. Alors j'ai fait une vidéo spéciale avec Le Parisien sur le sujet où je détaille mon point de vue par rapport à l'usage de la caméra à vélo. Et en résumé, cela m'a permis d'améliorer ma conduite en ayant un point de vue plus objectif, mais cela ne m'apporte pas plus de sécurité. Et pour faire bref, avec les caméras, il y a le droit à l'image, c'est-à-dire que vous pouvez filmer tout ce qui se trouve dans un espace public, sans condition, mais pour ce qui se trouve dans un espace privé, il faut un accord. Et il y a le droit de diffusion, vous ne pouvez pas diffuser des images qui pourraient porter atteinte à autrui. Voilà, pour le droit à l'image et le droit de diffusion, c'est extrêmement simple à comprendre. Mais finalement, là, on parle de caméra. C'est pas la même chose avec les dashcams. Une caméra, c'est quelque chose qui est contrôlé par un humain, et une dashcam, c'est quelque chose qui reste tout le temps allumé sur le tableau de bord. Et malheureusement, TF1 n'a pas fait cette distinction, alors que je leur avais souligné. Je ne sais pas si vous préciserez sur le sujet, mais il faut faire attention à cette différence. Une dashcam, c'est une caméra qui enregistre en continu. Oui, et qui écrase toutes les demi-heures. Et qui écrase, exactement. Et donc dessus, il y a l'heure qui est indiquée, le jour, toutes ces informations-là qui la rendent non éditable comparée à la vidéo. La vidéo, moi, si je veux, je peux trafiquer le son, je peux trafiquer l'image. Il n'y a aucun élément qui me permet de savoir que cet enregistrement-là est pur et n'a pas été altéré. Voilà, je pense... Il y a des logiciels qui permettent de voir s'il y a eu un montage ou quoi, non? Non, c'est impossible. Si je fais un montage sur mes vidéos, vous ne pourrez pas savoir qu'il y a un montage sur la vidéo. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est que... C'est plus une caméra embarquée, quoi. Après, moi, je peux pas tricher, c'était du direct. Il y a aussi ça. Le fait que ce soit du direct, ça m'a aussi permis d'avoir un élément qui n'est pas monté, j'ai pas modifié d'image, il n'y a rien. Donc il y a aussi ça, mais c'est un élément à prendre en compte. C'est pas une dashcam, c'est une caméra.
car en France, ces caméras embarquées sont encore dans une zone grise, c'est-à-dire pas vraiment légale, pas vraiment illégale, et d'après la CNIL, les particuliers avec ce type de caméra ne peuvent filmer que l'intérieur de leur propriété. Ils ne peuvent pas filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile. Cependant, la voiture n'étant pas une caméra statique, il n'y a pas encore de législation spécifique à ce sujet. Et un autre point, c'est qu'en France, ces caméras ne sont pas encore prises en considération par les forces de l'ordre, uniquement dans le cadre pénal. Et pour l'instant, seules les assurances mettent en valeur cet outil. Certains offrent même des primes à leurs usagers, allant même jusqu'à une baisse de 10% environ. Et en France, environ 70 000 véhicules en seraient équipés. Les assureurs indiqueraient que leurs conducteurs ont une accidentologie plus faible, mais malheureusement sans partager de source. Et je pense qu'il faut prendre cette information avec de grosses pincettes, car cela pourrait être lié à un biais statistique. Car il est possible que seuls les bons conducteurs, ayant peu de sinistres et une bonne conduite, acceptent d'utiliser ce type de caméra. Indépendamment de cela, cette réduction de coûts pourrait aussi être expliquée par les assureurs pour collecter de la donnée, telles que les causes d'accident, la responsabilité, également trancher en cas de litige ou de désaccord entre les conducteurs sur les circonstances de l'accident. Et dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni, ils ont une autre approche. Les citoyens ont la possibilité d'enregistrer ces preuves de conduite dangereuse ou d'infraction et de les partager directement avec les forces de police de toute l'Angleterre et du Pays de Galles. Et ce, par l'intermédiaire d'un portail national développé par un fabricant de dashcam. Tu m'étonnes, ça l'arrange bien qu'on utilise ces caméras pour collecter des preuves. Des chaînes YouTube ont même émergé en Angleterre signalant ces mauvais comportements et aboutissant à des sanctions. Les personnes qui font ces signalements ne sont pas rémunérées, c'est quelque chose qui avait d'ailleurs été envisagé aux États-Unis, mais comme j'avais mentionné dans un sujet spécial, je pense que c'est une très mauvaise idée qui entraînerait des abus. Un autre élément important, c'est que la police demande 5 minutes avant et 5 minutes après l'infraction, et l'auteur de la vidéo peut également être verbalisé s'il a commis des infractions. On ne peut donc pas avoir un policier à chaque coin de rue pour faire respecter le code de la route, mais si chaque véhicule en devient un par procuration, alors le fait de signaler plus régulièrement ces infractions fait progressivement changer le comportement des usagers. Et c'est indéniable, car force est de constater que la sécurité routière a été constamment améliorée au cours de ces 25 dernières années en Angleterre. Alors il n'y a pas une seule explication, mais c'est cette combinaison entre réglementation, application des règles, éducation, qui permet de progressivement faire changer les attitudes. Mais même si l'on signale ces mauvais comportements et remet en question les mauvais conducteurs, cela n'empêchera pas certaines situations tant qu'un aménagement cyclable sécurisé ne permettra pas de limiter ce risque de mauvais comportement. Le rôle de l'aménagement ne doit jamais être oublié car dans une grande quantité de cas, les infractions que l'on peut observer sont dues à un manque d'aménagement ou à sa mauvaise compréhension. Par exemple, si on prend le temps de revenir sur la vidéo originale où j'ai eu cette agression, avec un aménagement sécurisé, ici, il y aurait eu une continuité cyclable à cet endroit et un îlot en amende, et le reste de cette vidéo ne serait simplement jamais arrivé, car l'automobiliste n'aurait pas pu se décaler sur ma route et j'aurais pu continuer mon trajet en sécurité. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut communiquer pour avoir de meilleurs aménagements et ainsi moins de conflits entre les usagers. Alors oui, l'aménagement ne va pas venir tout régler, mais au moins il permettra de limiter au maximum ces conflits et les zones où ces aménagements ne pourront pas régler ces problèmes, c'est là où le respect des règles via une verbalisation répétée permettra de venir éduquer les usagers. J'espère que ce débriefing vous a plu, c'était l'occasion de revenir sur cette affaire et de vous en partager un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire car je prends toujours le temps de vous lire. J'en profite également pour vous remercier pour votre soutien, aussi bien à travers vos messages que financièrement, ce qui permet de continuer de travailler à plein temps sur cette chaîne, et ainsi que vos abonnements qui permettent de faire grandir cette chaîne et de pouvoir choisir des partenaires comme le Job Vélo qui ont du sens pour moi en développant cette place du vélo dans la société. Et ainsi, ensemble, nous pourrons construire et partager une route plus sûre. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route! Le classique de l'auto-école sur la bande cyclable. Et le problème, quand on arrive dans ces arrondissements qui n'ont plus d'aménagement cyclable sécurisé, c'est qu'il va falloir éviter les véhicules qui stationnent. Bon là, il est parti au bon moment. Il ne voulait pas être pris par la caméra. Mais de toute manière, c'est quelque chose de tellement courant qu'on va le retrouver juste après avec un autre véhicule stationné sur la bande cyclable qui ne protège en rien en fait les cyclistes. Et qui m'oblige finalement à rejoindre la voie de circulation avec les autres véhicules